Bonjour et bienvenue pour cette exploration approfondie. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet très français, on peut dire, notre relation à la dette publique. Une relation complexe, hein? Oui, tout à fait. Complexe et parfois pleine d'ambiguïté. On s'appuie sur ça sur le livre de Laure Canoël-Corot, Le déni de la dette. Et notre objectif, c'est de comprendre pourquoi ce sujet est resté si longtemps un peu dans l'ombre du débat public. Alors même que les chiffres sont là depuis longtemps. Exactement. Tenez, le budget français, il n'a pas été à l'équilibre depuis 1975, vous imaginez? Oui, 1975, ça commence à dater. Et pourtant, on a l'impression que la préoccupation publique est souvent en décalage. J'ai vu un sondage Ipsos de 2021, seulement un quart des Français savaient que la dette dépassait 100% du PIB. Ah oui, c'est peu. Mais en même temps, 84%, une écrasante majorité, jugeait prioritaire de la réduire. C'est quand même un sacré paradoxe, non? C'est exactement ce paradoxe que le livre explore. Et pour bien commencer, rappelons peut-être ce qu'est la dette publique. C'est l'ensemble des emprunts de l'État, au sens large, hein, État central, collectivité locale, sécurité sociale. Oui, pour financer ce que les impôts ne couvrent pas. C'est ça. Et l'auteur souligne un point intéressant. Même le mot dette, on ne l'a pas toujours utilisé aussi directement. On parlait plus volontiers de déficit budgétaire. C'est plus technique, moins anxiogène peut-être. D'accord. Et la France, c'est vrai qu'elle a une situation particulière. 50 ans de déficit, je le disais, et des prélèvements obligatoires parmi les plus élevés au monde. Oui, autour de 45% du PIB, c'est considérable. Et ce fameux critère des 3% de déficit, Ah, les 3%. qu'on a inventé en France, en 82 d'ailleurs, Tout à fait, et qu'on a très souvent dépassé. régulièrement. Et puis, il y a eu des vagues d'endettement plus récentes, très fortes. La crise des dettes souveraines en 2010, bien sûr. Oui, Et puis le choc du Covid, le fameux quoi qu'il en coûte. Là, la dette a carrément explosé. on a atteint combien déjà? 122% du PIB fin 2020. Et surtout, ce qui change tout maintenant, c'est le retour de l'inflation. Ah oui, ça réveille la question des intérêts. Exactement. La charge d'intérêt qu'on avait un peu oubliée avec les taux très bas, en 2023, c'était plus de 41 milliards d'euros. 41 milliards? C'est le deuxième poste de dépense de l'État après l'éducation nationale, je crois. C'est énorme. Et malgré ça, ce décalage avec la perception publique persiste. J'ai vu aussi un sondage du Monde avant la présidentielle de 2022. Oui. La dette arrivait en avant-dernière position des préoccupations, juste avant, je ne sais plus quoi d'ailleurs. Comment on explique ça, Evelyne? Ben voilà, on est au cœur du sujet du livre. Pour Laure Noël-Corré, ce n'est pas juste une question économique, de chiffres, c'est beaucoup plus profond. C'est culturel, c'est idéologique, c'est lié à notre histoire sociale. Ah oui, bien sûr. Oui, pourquoi ce débat public si tardif en France, alors qu'en Allemagne, au Royaume-Uni, les discussions ont été différentes, plus précoces parfois? D'accord. L'auteur utilise l'anthropologie, la sociologie, même les memory studies, les études de la mémoire collective, pour montrer comment chaque pays se construit sa propre narration de la dette, avec ses traumatismes Comme la banqueroute de l'eau, les assignates. historiques à occulter, à minimiser l'enjeu ou à le traiter de manière très technique, très opaque. Intéressant. Alors, pour comprendre ça, il faut remonter dans le temps. Le 19e siècle, apparemment, c'est une période clé. On sortait de moments difficiles, vous disiez, la banqueroute des deux tiers en 1797. Oui, il y avait une vraie méfiance historique vis-à-vis de la dette de l'État après les échecs du système de l'eau, des assignats, 7 banqueroutes. Pour établir la confiance, il y a eu la création du Grand Livre de la dette publique en 1793, une sorte de garantie solennelle. D'accord. Mais c'est vraiment le 19e siècle qui va forger une culture particulière de la dette en France. C'est le fameux âge d'or des rentiers. C'est ça. La monnaie est stable, l'État garantit un remboursement. Du coup, détenir des titres de dette publique, la rente, ça devient le placement sûr par excellence. C'est respecté. Et l'État encourage ça. Oui, il encourage la souscription directe par les citoyens. Les emprunts sont lancés avec grand renfort de publicité. Et ce qui est assez spécifique à la France, c'est que ça touche vraiment toutes les couches sociales. Ah oui, même les petits épargnants. Oui, les petits épargnants, les paysans, les salariés, tout le monde achète de la rente. Ils aiment la sécurité, le fait que ce soit liquide, facile à revendre, et c'est facilité par le réseau des percepteurs, des trésoriers payeurs généraux partout sur le territoire. La dette devient presque nationale. Donc c'est vu positivement, comme un placement patriotique. Oui, et sûr, loin de l'image négative qu'on peut avoir aujourd'hui.
Il y a même des courants de pensée, comme les saint-simoniens, qui valorisent la dette utile, celle qui sert à investir, à moderniser le pays. Donc on est loin du déni à ce moment-là. On assume, on encourage même. Disons que ça crée une familiarité, une acceptation sociale très forte. La dette fait partie du paysage, mais cette familiarité, cette banalisation, elle va peut-être aussi contribuer plus tard à une forme d'accoutumance, à une moindre vigilance face aux risques. D'accord. Et j'imagine que la Première Guerre mondiale vient tout bouleverser, financer un conflit pareil. Ah oui, ça change tout. L'impôt ne suffit plus du tout. L'essentiel du financement de la guerre, c'est la dette. Et là, il y a une innovation majeure en 1915, les bons de la défense nationale. Ah, les fameux bons d'emprunt. On a tous vu les affiches. Pour la France, versez votre or. Le dernier quart d'heure. Exactement. L'idée, c'est de drainer l'épargne des Français directement en jouant à fond sur le patriotisme. Et ça a marché. Un succès incroyable. Les taux sont attractifs, les échéances courtes, on peut acheter des petites coupures. Et la propagande est massive. Les gens souscrivent énormément. Et on parle de bons, pas de dette. Oui, le mot bon devient omniprévent. C'est beaucoup moins anxiogène que dette ou emprunt. C'est le geste patriotique. Et au début, c'est même vu comme une bonne chose pour éviter l'inflation, car ça évite de faire marcher la planche à billets de la Banque de France. Malin. Mais ça reste de la dette, non? Il n'y avait pas de risque? Bien sûr que si. Surtout que ce sont des bons à court terme. Une dette flottante. Quelques rares experts alertent sur le risque d'inflation à terme, mais leur voix est inaudible. Et ces bons, ils circulaient comment? Ils deviennent presque une sorte de monnaie parallèle. Certains commerçants les acceptent en paiement. C'est le billet de banque qui porte intérêt. Mais l'urgence de la guerre, le discours patriotique, font qu'on occulte complètement le danger financier. On est en plein dans une forme de déni collectif du risque. Et ce déni, il finit par se heurter au mur de la réalité après la guerre? Exactement. C'est la crise financière et monétaire de 1922-1926. L'illusion que l'Allemagne allait payer les réparations s'effondre. Et là, cette montagne de dettes flottantes, ces bons à court terme qu'il faut sans cesse renouveler, devient un péril majeur. L'État n'arrive plus à rembourser? Il a de plus en plus de mal. Il doit proposer des taux toujours plus élevés pour attirer les souscripteurs. Pendant ce temps, l'inflation galope, le franc s'effondre. Et là, les gens comprennent. Le déni s'arrête. La prise de conscience est très tardive et assez confuse. L'opinion publique, les journaux, se focalisent d'abord sur des aspects techniques. Le plafond de circulation des billets, les avances de la Banque de France. Oui. Le scandale des faux bilans de la Banque de France en 1925-26 achève de semer la méfiance, mais brouille aussi la compréhension. Le lien direct entre cette masse énorme de dettes à court terme et la chute du franc, il n'est compris que très tard. Mais le traumatisme reste. Ah oui, la mémoire de cette crise, de cette quasi-faillite liée à la dette flottante, va hanter les esprits pendant des décennies. Ce qui nous amène aux années 30, puis à la Seconde Guerre mondiale. On a retenu la leçon. Dans les années 30, face à la crise économique mondiale qui touche la France tardivement mais durement, on revient à des politiques plus orthodoxes. Défense du franc, tentative de déflation. Mais le problème du financement de l'État demeure. L'État a toujours besoin d'emprunter. Oui, et il devient de plus en plus dépendant des banques pour placer sa dette à court terme. C'est à ce moment-là qu'on perfectionne, qu'on théorise même, une technique assez particulière, le circuit du trésor. Le circuit du trésor, qu'est-ce que c'est? L'idée, c'est d'utiliser toutes les liquidités disponibles dans l'économie. Les dépôts dans les banques, l'argent qui dort sur les comptes courants postaux, les fonds des correspondants du Trésor, pour financer les besoins de l'État, sans passer par la création monétaire directe de la Banque de France, qui est toujours vue comme le grand danger inflationniste. C'est une manière un peu cachée de financer l'État. Disons que c'est très opaque. Ça échappe en partie au contrôle parlementaire. Et c'est parfait pour une forme de déni, car ça évite de parler ouvertement d'emprunt ou de création monétaire. Et ce système est utilisé pendant la Seconde Guerre mondiale. Il devient la doctrine officielle, surtout sous Vichy, mais ça commence dès 1938-39 avec les bons d'armement, pour financer l'effort de guerre, puis les dépenses d'occupation allemande, qui sont énormes. On relance les émissions de bons, toujours avec le discours patriotique, et on s'appuie à fond sur ce circuit du trésor. Pourquoi cette méthode plutôt plus nôtre, comme l'épargne forcée qu'on voit ailleurs? C'est une spécificité française. L'obsession, c'est d'éviter l'inflation visible, celle qui vient des billets.
On préfère cette circulation interne des liquidités, même si elle est inflationniste à terme, à des mesures plus autoritaires comme l'épargne forcée en Allemagne ou au Royaume-Uni. Et à la Libération, pour la reconstruction, on continue? Le circuit du Trésor connaît son apogée. C'est l'époque de l'État modernisateur, des Trente Glorieuses qui commence. Les dépenses publiques explosent. Reconstruction, équipement, État-providence. On passe de 26,5% du PIB en 1938 à plus 50% en 1955. Comment finance ça? Eh bien, la France choisit ce que l'auteur appelle la facilité monétaire. On évite une réforme monétaire radicale comme en Allemagne ou en Belgique. Le Trésor devient le grand Manitou financier. Il gère tout. Oui, il gère la trésorerie de l'État, mais aussi le financement du plan de modernisation. Il utilise l'aide Marshall. Il mobilise toutes les ressources. Les dépôts des administrations, l'argent des chèques postaux, les bons du Trésor que les banques sont obligées de détenir à partir de 1948. Ah oui, carrément. Oui, les fameux planchers de bons du Trésor. Et puis il y a les grands emprunts publics qui ont parfois un succès énorme, comme l'emprunt Pinet de 1952, indexé sur l'or. C'est la fameuse formule de François Bloch-Lanet, directeur du Trésor, transformer des liquidités en barrages. Exactement. Utiliser l'épargne liquide, l'argent à court terme des Français et des institutions pour financer des investissements à très long terme comme les barrages, les centrales nucléaires, les infrastructures. C'est efficace pour mobiliser l'argent, mais Mais c'est toujours aussi opaque. très opaque. Le contrôle démocratique est faible, l'opinion publique, elle, est surtout préoccupée par les prix, les pénuries, le ravitaillement. Le bon du Trésor est devenu quelque chose de banal, un placement comme un autre. Et le débat sur la dette elle-même? Il porte surtout sur le choix entre l'emprunt et l'impôt. La droite préfère l'emprunt, jugé moins inflationniste et moins pénalisant pour les entreprises. Mais la question de la soutenabilité de la dette, de la transparence des comptes publics, elle est très peu présente. C'est une autre facette de ce déni ambiant. D'accord. Et puis arrive la Ve République en 1958. On dit souvent que c'est un retour à la rigueur, à l'orthodoxie budgétaire. Est-ce que ça met fin à cette culture du déni? Il y a clairement une volonté de rupture. Le plan Pinaille-Ruff de 1958, c'est la rigueur. Hausse d'impôts, dévaluation, création du nouveau franc, et surtout, l'ordonnance de 1959 sur les lois de finances qui vise à renforcer le contrôle du Parlement et à mettre fin à certaines pratiques opaques comme le financement par l'impasse. L'objectif, c'est de maîtriser la dette. Oui, notamment la dette à court terme. Et ça marche pendant un temps. Le ratio dette-PIB diminue sensiblement entre 1959 et 1973, passant de plus de 30% à environ 18%. La croissance est forte, l'inflation est maîtrisée. Et l'opinion accepte cette rigueur. Oui, au début, la stabilité politique et le retour de la confiance jouent. Le discours gaulliste valorise l'équilibre budgétaire, le franc fort. Donc on sort enfin du déni. C'est un vrai changement. C'est plus ambigu que ça, selon l'auteur. Certes, il y a des réformes importantes, mais beaucoup de pratiques anciennes persistent. Le pouvoir du ministère des Finances, et notamment du Trésor, reste immense. Ah, Et puis, il y a un débat constant entre les partisans de l'expansion, y compris au sein des gaullistes, et les défenseur de l'orthodoxie libérale. L'interventionnisme de l'État reste une constante. et la perception publique? Est-ce que les Français comprennent mieux le budget, la dette? Pas vraiment. Les sondages de l'époque montrent que la connaissance réelle des enjeux budgétaires reste très faible. Il y a une adhésion de principe à l'équilibre budgétaire, c'est vrai, c'est même devenu un marqueur politique de droite. Mais en même Notons, temps, l'attachement à l'État-providence, aux dépenses publiques, reste extrêmement fort. On critique le coût de l'État, mais on veut ses bénéfices. Donc cette rigueur affichée cohabite avec une acceptation culturelle profonde de la dépense publique, qui rend difficile toute remise en cause fondamentale du rôle de la dette. Le déni change de forme, il est moins technique, plus politique peut-être, mais il est toujours là. et cette période de relative accalmie prend fin avec les chocs pétroliers après 1973. Oui, c'est le grand tournant. Fin de la croissance forte, retour de l'inflation, montée du chômage. Partout dans le monde, les États réagissent par des politiques de relance keynésiennes. Hausse des dépenses, des impôts Et de la dette? et la dette. Et la France suit le mouvement. Exactement. Le budget redevient déficitaire en 1975 et il ne quittera plus jamais vraiment cette situation. Les dépenses augmentent fortement, surtout les dépenses sociales. Et la dette recommence sa lente ascension. On passe de 18-20% du PIB vers 1974 à plus de 25% en 1981. On voit aussi le retour des grands emprunts d'État. Oui, Giscard en 1976, Barre en 1977,
On renoue avec des pratiques qu'on croyait révolues. Mais l'opinion publique, elle, est surtout focalisée sur le chômage et l'inflation. Et le discours politique sur la dette? Il reste très évasif, très prudent, personne ne veut annoncer de mauvaises nouvelles. Pourtant, à la fin des années 70, les experts, les rapports du plan, certains articles de presse commencent à sonner l'alarme. On parle de crise de l'État protecteur, de trajectoire insoutenable des déficits, mais ça reste confiné au cercle d'initiés. On arrive alors aux années 80 et 90. C'est la mondialisation financière, l'Europe de Maastricht. Ça change la donne pour la dette française. Ça change radicalement le contexte et la manière de gérer la dette. Après l'épisode de relance de 1981-82, c'est le tournant de la rigueur, en 1983. Surtout, la France s'engage à fond dans la libéralisation financière. C'est-à-dire? On ouvre les marchés de capitaux, on supprime le contrôle des changes et on modernise complètement la gestion de la dette publique, création de l'agence France Trésor en 2001, mais le mouvement commence bien avant, mise en place des spécialistes en valeur du Trésor. C'est quoi les SVT? Ce sont de grandes banques françaises et internationales qui s'engagent à acheter et à placer les obligations de l'État français sur les marchés mondiaux. La dette devient un produit financier comme un autre, très internationalisé. Du coup, elle est de moins en moins détenue par les Français? Exactement. À certaines périodes, plus de 60%, voire 70% de la dette négociable est détenue par des non-résidents. C'est un changement énorme par rapport à l'époque des rentiers ou même des bons du Trésor. Et pour l'épargnant français lambda? Pour lui aussi, ça change tout. Les titres deviennent électroniques, dématérialisés. On n'a plus son bon du trésor en papier. L'épargne passe de plus en plus par des produits collectifs, l'assurance vie, les SICAV, OPCVM. On détient de la dette, mais indirectement, sans le savoir parfois. Le lien direct, affectif même, se coupe. Oui. Le dernier grand emprunt s'adressant directement au public, c'est l'emprunt Balladur en 1993. Après, c'est fini. La dette devient une affaire d'experts, de marché financier. C'est plus abstrait, plus lointain. Ça peut renforcer une forme de distance, d'indifférence, peut-être une nouvelle forme de déni par éloignement. Et l'Europe dans tout ça? Maastricht, les fameux critères de 3% de déficit et 60% de dette, ça force enfin à regarder la dette en face. Incontestablement, Maastricht met la dette et le déficit au cœur de l'agenda politique. On ne peut plus faire comme si ça n'existait pas. D'ailleurs, la dette française augmente fortement juste après Maastricht, passant de 35% à près de 58% du PIB en 1997. À cause des efforts pour respecter les critères européens? En partie à cause du ralentissement économique et de la faible inflation, qui rendent les ratios plus difficiles à tenir. Mais la contrainte européenne, au final, s'avère assez Flexible. surtout pour les grands pays comme la France et l'Allemagne. Les critères seront même assouplis en 2005. Et on a du mal à réformer en France pour maîtriser les dépenses. Oui, l'échec du plan Juppé sur les retraites et la sécurité sociale en 1995 face aux grandes grèves le montre bien. La réforme de l'État social est très difficile. Du coup, on invente des solutions un peu spécifiques, comme la CADS, la Caisse d'amortissement de la dette sociale. Ah oui, la CADS, pour isoler la dette de la Sécu. Voilà. On sort cette dette du budget de l'État et de la Sécu, on lui affecte une ressource propre, la CRDS. C'est efficace pour la rembourser, mais ça contribue aussi à la rendre moins visible, à fragmenter la perception de la dette globale. C'est une sorte de déni institutionnel peut-être ? Et quand est-ce que la dette devient vraiment un sujet public majeur? C'est vraiment au tournant des années 2000. Le rapport Pébéraud en 2006, rompre avec la facilité de la dette publique, a un écho médiatique très fort. Il alerte sur la dérive des finances publiques, l'inquiétude commence à monter dans l'opinion, même avant la crise de 2008. Et la crise financière de 2008, puis la crise sanitaire du Covid, ça a été l'explosion finale. Oui, là on entre dans une autre dimension. Le sauvetage des banques, qui est d'ailleurs assez mal perçu par l'opinion. Oui, l'idée que l'État aide les banques. Voilà. Ensuite, les plans de relance pour contrer la récession font grimper la dette au-delà de 80% du PIB vers 2010. Puis, le quoi qu'il en coûte pendant la pandémie la propulse au-delà des 110-120%, dépassant les 3 milliards d'euros. Des chiffres qui donnent le vertige. Et surtout, la dette devient un sujet hyper politique, très idéologique. C'est-à-dire? Plus seulement technique. Non,
On voit émerger des discours très critiques, parfois radicaux. On parle de dette illégitime, on voit le mouvement des indignés. C'est nourri par la critique du néolibéralisme, de la finance, mais aussi par le spectacle de l'austérité imposée à d'autres pays comme la Grèce. Il y a aussi des fake news qui circulent. Oui, le mythe tenace sur la loi de 1973, dite Pompidou-Giscard, qui aurait interdit à l'État d'emprunter auprès de la Banque de France et l'aurait livré au marché financier. C'est historiquement faux, mais ça alimente l'idée d'un complot. Et le débat se polarise complètement. Totalement. D'un côté, ceux qui prônent la rigueur, la baisse des dépenses, de l'autre, ceux qui veulent maintenir, voire augmenter les dépenses publiques, financées par l'impôt ou par la dette en misant sur la croissance ou en contestant les règles européennes. C'est devenu un marqueur politique très fort. Et pendant longtemps, la politique de la Banque Centrale Européenne a un peu masqué le problème, non? Avec les taux d'intérêt très bas. Ah oui, c'est un point absolument crucial des 10 dernières années. La politique du whatever it takes de Mario Draghi, puis les taux très bas, voire négatifs de la BCE, ont rendu l'endettement public quasiment gratuit, indolore. Ce qui a permis le quoi qu'il en coûte sans trop de douleur immédiate. Exactement. Mais ça a aussi eu un effet pervers. Ça a pu banaliser l'endettement, renforcer l'idée qu'on pouvait dépenser sans compter, que la dette n'était plus vraiment un problème. C'était peut-être la forme la plus récente, la plus insidieuse de ce fameux déni, une sorte d'anesthésie collective. Sauf que l'anesthésie a pris fin brutalement avec le retour de l'inflation. Voilà. La remontée très rapide des taux d'intérêt depuis 2022 fait réapparaître le coût de la dette de façon spectaculaire. On parle de 72 milliards d'euros d'intérêt rien qu'en 2027. C'est colossal. Plus que le budget de la défense. Oui, et là, la question de la soutenabilité, de savoir si on peut continuer comme ça, revient au premier plan de manière brûlante. Le réveil est brutal. Le déni n'est plus possible face à la réalité des chiffres qui s'imposent. Bon, si on essaye de faire une synthèse de tout ça, cette longue histoire racontée par l'orque Noël Corret, elle montre vraiment un rapport très très particulier de la France à sa dette. Oui, unique même. Un mélange d'une tolérance historique qui vient du 19e siècle, des rentiers, des bons patriotiques, Une culture de la dette, en quelque sorte. oui, mélangée à une tradition très forte d'État interventionniste qui légitime la dépense publique. Et puis, il y a eu ces mécanismes financiers longtemps opaques, comme le circuit du Trésor. Qui ont permis de masquer ou du moins de complexifier la lecture de la situation. Et une tendance politique assez constante à éviter le sujet de front, à le repousser jusqu'à ce qu'il devienne hyper polarisé récemment. Le déni a vraiment pris plein de formes différentes au fil du temps. C'est une très bonne synthèse, je trouve. Ce déni n'est pas monolithique. Il a évolué avec les contextes économiques, politiques et sociaux. Et comprendre cette histoire, ça nous aide à comprendre aujourd'hui. Ah mais complètement. Ce n'est pas juste de l'histoire pour l'histoire. Ça éclaire directement nos débats actuels. Pourquoi les réformes structurelles sont-elles si explosives en France? Oui. Pourquoi cette contradiction apparente entre notre attachement très fort à l'État-providence, à la protection sociale, et en même temps cette critique récurrente des impôts et de la dette? C'est vrai. Comprendre cette histoire, ça montre comment le poids du passé, ses habitudes de pensée, ses mécanismes institutionnels façonnent encore nos choix aujourd'hui sur notre modèle social, notre économie, notre place en Europe. Alors, une dernière question pour ouvrir un peu. On est face à des défis immenses, le changement climatique, le vieillissement de la population, la révolution technologique. Tout ça demande des investissements colossaux. C'est certain, publics et privés d'ailleurs. Est-ce qu'on peut imaginer que la France sorte enfin de cette relation un peu ambivalente, de ce déni historique envers sa dette? Est-ce qu'on peut espérer un débat démocratique plus clair, plus lucide, sur comment on finance notre avenir? C'est toute la question. Sans retomber systématiquement dans l'évitement, la dramatisation de crise ou la polarisation stérile. Comment on construit une vision commune quand le sujet est devenu si technique, si politisé et chargé d'autant d'histoire et de mémoire contradictoires? C'est un sacré défi, non? C'est le défi majeur probablement. Avoir un débat apaisé et informé sur ce qu'on veut financer collectivement et comment on accepte de le payer. Par l'impôt, par la dette, par des choix de dépenses. Sortir du déni, c'est peut-être d'abord accepter de poser ces questions franchement.